Ah oui, mais tu savais que j'allais revenir maintenant, en fait. Tu savais que j'allais revenir maintenant, en fait. Évidemment, évidemment. J'étais là, tranquille, pépère. Hop, petit match à la télé. On profite, on est là, on rigole. Et là, tac, tac. Évidemment, j'enlève les lunettes. Je me dis quoi ce soir, il y a quoi déjà à la télé, chérie? Il y a l'Olympico. Bonsoir à tous, les amis. J'espère que ça va bien. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'avais besoin de prendre un petit peu de temps, j'avais pas mal de choses à régler personnellement, mon taf, la vie, la dame, les potes, tout ça, tout ça. Il fallait que je fasse en sorte, voilà, de prendre ce temps-là pour mieux revenir. Et je pense que ça fait du bien, voilà, on a fait un petit peu de temps et maintenant c'est bon, c'est le retour. Et quoi de mieux pour revenir que de faire une vidéo sur Marseille, évidemment. Je sens que tout mon contenu c'est ça, mais en fait non. J'ai pas l'autre tiré par rapport à ça, mais évidemment que Marseille occupe une grande place dans ma vie. C'est mon chat, hein. Calmez-vous, vous inquiétez pas. Hop. Ce chat est complètement normal. C'est normal ou pas? Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. J'avais envie de prendre un petit peu de temps et maintenant on revient avec Marseille évidemment. On va parler évidemment de l'Olympico, on va parler évidemment de ce qui s'est passé, pas forcément dans le match parce qu'il y a plein de vidéos qui ont été par rapport à ça. Mais j'ai envie de parler surtout de l'atmosphère de Marseille actuellement et d'exposer certains points qui sont intéressants à dire parce que je trouve que il y a des choses qui sont en train de se passer à Marseille qui sont pas forcément très visibles. Et je trouve ça un peu dommage. La vidéo va durer peut-être un peu de temps, peut-être pas, je ne sais pas. On fait ça au feeling comme toutes mes vidéos. À chaque fois, ça sort de ma tête et le reste, on voit ça tranquillement. Allez, c'est parti. Alors, première chose, oui, je n'ai pas été chez le coiffeur depuis. Premier sujet, là, on commence directement. J'avais envie de parler surtout de l'effectif de Marseille actuellement. Parce que je pense qu'on n'a jamais eu un effectif aussi complet, aussi intéressant et aussi vaste dans ses possibilités. Malgré le fait que De Zerbi soit joué en 3-4-3 actuellement, parce que d'ailleurs c'est intéressant, mais je trouve que De Zerbi veut jouer en 3-4-3 par rapport aux joueurs qu'il a actuellement. Dans le sens où De Zerbi ça a toujours été un adepte du 4-2-3-1 ou d'une position simple des joueurs, quant au fait qu'il aime bien voilà, avoir des projections un petit peu sur les côtés, avoir surtout un central qui dirige le jeu, un ou deux, et avoir des projections un petit peu partout avec des milieux, avec du dépassement de fonction, etc. Comme faisait Tudor, mais dans un style un petit peu plus... Tudor, on avait tendance à dire des fois que c'était un chaos, organisé. Oui, organisé. De Zerbi, c'est plutôt une organisation de chaos. Dans le sens où Tudor, c'était vraiment où tu savais ce qui allait se passer parce qu'il y avait un petit peu de fouilles un peu partout. Mais tu savais que tout ça, c'était bien géré parce que vu que c'était du 1 contre 1, tu savais qu'à chaque fois, dans tous les cas, il allait y avoir un duel. Et que si tu gagnais ce duel-là, tu allais du coup provoquer ce chaos, mais que c'était organisé parce que c'était voulu qu'il y ait ce 1 contre 1 là, entre lui et notre opposant. Là, par rapport à De Zerbi, c'est que tu organises le chaos. Tu amènes ce chaos-là vers toi pour après l'organiser justement. Tu organises ce chaos pour gérer un pressing, un contre-pressing et surtout une création de mouvement. Tu vas attirer un défenseur pour libérer de l'espace derrière lui, pour toucher ton partenaire, pour écarter vers l'extérieur, enfin vers l'aile, gauche ou droite, puis après repiquer avec le défenseur central, on va dire ça comme ça, avec Murillo potentiellement, pour dédoubler, pour centrer, pour marquer. C'est simple, c'est clair, c'est du football, c'est basique. Mais c'est important de savoir ça parce que tu sais que quand tu organises cela, il faut un petit peu de chaos. Il faut, comme ça a été justement trop organisé en première période contre Lyon, il faut ce côté-là il faut ce côté-là de chaos qui va créer après coup une certaine organisation. Parce que chaque joueur sait ce qu'il a à faire. Et que quand chaque joueur joue sa partition, ça crée des occasions, enfin des buts plutôt, comme le but de Greenwood, non, de Rabiot. Avec une organisation qui est bien créée, qui est bien amenée, pour que dans tous les cas, à la fin, l'équipe adverse ne sache pas ce qui se passe en fait. L'équipe adverse ne puisse pas anticiper la projection de Bière. Puis la remise sur Rabiot, puis le but. Comme le dernier but aussi de Luis Enrique, la projection de Paul Irola qui est logique, c'est un latéral ailier, enfin bref, vous avez compris. Mais pourquoi Luis Enrique tout ça le deuxième? Parce que d'un côté, tu vas avoir un piston pour un autre piston. La largeur du terrain, à la fin, c'est dans la boîte, comme on dit. Ça, c'est intéressant, parce que en fait, l'effectif te permet d'avoir cela. Un truc intéressant, c'est que justement, Luis Enrique, dans l'effectif actuel, était vu de base comme un ailier. Il faisait jouer ailier gauche, etc. dans son système de jeu. Mais il s'est rendu compte que Luis Enrique avait un coffre incroyable. Avait des aptitudes physiques incroyables.
et qu'il avait tout pour être un grand joueur, mais pas un joueur, j'ai pas envie de dire décisif, mais pas un joueur a priori décisif, mais un joueur qui va l'être a posteriori. Dans le sens où c'est pas un joueur qui va te marquer 30 buts par saison, qui va te faire 30 passes décisives de base, mais c'est un joueur qui, avec la confiance évidemment, mais dans ce style de jeu-là, est peut-être un des meilleurs joueurs que l'on pourrait avoir. Il attaque, il défend, il a les courses, il a la volonté, il a la grinta, il crée des décalages, il fait des passes, il marque. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dans ce style de jeu-là, Luis Enrique, et je l'avais déjà dit l'année dernière, hein, je sais pas si c'était en vidéo ou un pote, enfin j'avais dit un pote, mais je sais pas, j'avais dit aussi en vidéo, Luis Enrique est un piston. Luis Enrique a toutes les aptitudes modernes d'un piston. Le côté athlétique, la passe, le tir quand il faut tirer, le dribble et surtout la vivacité. Toutes les aptitudes quasiment que l'on demande à un latéral moderne. Et ça c'est intéressant et c'est important parce que tu vas partir du principe que si tu as un joueur comme ça dans ton effectif, tu vas naturellement pouvoir jouer en avançant et en progressant dans la vision du jeu. Parce que ton joueur qui va lui faire des appels là ne va pas être un joueur central de l'effectif. Ça va être un joueur qui est en parallèle, qui est un peu sur le côté. Et donc justement, si ce joueur-là a cette vision-là et que toi ton joueur de base a la vision pour voir ce joueur-là, tu peux créer des décalages incroyables. Pourquoi les 3/4 de nos attaques, décisives j'entends bien parce qu'en première période ça joue plutôt sur la gauche, mais viennent du côté droit lors de l'Olympico. Les décalages qu'il va créer, ça va être lors de la deuxième, troisième, quatrième action, parce que tu ne vas pas attendre ce décalage-là venant de Luis Enrique. Parce que le jeu va pencher vers la gauche en première mi-temps, puis vers la droite, parce que justement Luis Enrique a de base eu toute la liberté d'accentuer vers son côté. Le football, comme j'ai dit, c'est du mental. Si en première période, Lyon s'est dit c'est bon, le côté droit, Luis Enrique, ça joue pas beaucoup, c'est parce que il y avait peut-être aussi une volonté de deux arbitres de se dire on va jouer plutôt à gauche, parce qu'on va accentuer, parce que Merlin va être libre, Parce que peut-être qu'il s'est dit que le Fonseca va de base jouer plutôt vers la droite, parce que Luis Enrique est une menace. Et en changeant ça en deuxième période, c'était totalement volontaire. Parce que Lyon s'est dit quoi? Il s'est dit bah non, ils vont continuer à jouer sur Merlin, parce que maintenant qu'on lui a laissé l'espace, il est dangereux. Vu que tu joues sur le côté maintenant, et bah... des vagues. Pour continuer maintenant sur l'effectif, j'aimerais aussi prendre en compte le fait que Gouiri n'est pas simplement un joueur de collectif que l'on a actuellement. Oui, ce qu'il a montré actuellement, pour ces quelques minutes qu'il a eu avec Marseille, ça a été le collectif avant tout. Des bons décalages, un retour défensif à un moment donné, quelques frappes, etc. Mais Gouiri va être aussi une pièce centrale dans l'animation offensive de De Zerbi. Parce que Gouiri va amener cette touche technique qui nous manquait face au but. Gouiri va amener cette touche technique dans le dernier tiers du terrain. Non pas que Mopé ne l'avait pas, non pas que Wai ne l'avait pas, mais c'est pas leur style de jeu, c'est pas leur style de joueur. Wai, c'est plutôt un joueur qui va étendre un petit peu le jeu parce qu'il va jouer dans la profondeur, faire des appels, un petit peu dos au but, mais c'est pas vraiment son point fort. À l'inverse de Mopé, qui va vraiment jouer dos au but, qui va centraliser le central, vous avez compris, dans le sens où il va vraiment garder le central contre lui et créer des décalages un petit peu dans son dos. Sauf que c'est pas vraiment le style de jeu de De Zerbi selon l'équipe contre qui il joue. Si t'as des défenseurs costauds mais lents, évidemment que tu vas jouer la profondeur. Mais si t'as des défenseurs rapides mais pas très costauds, comme peut l'avoir certaines équipes de Ligue 1, parce qu'on joue la Ligue 1 selon actuellement, et bah là tu vas avoir forcément un profil comme Mopé qui est plus intéressant. Parce que vu qu'il va pas jouer sur sa vitesse, et bah évidemment il va pouvoir plus jouer sur ce côté, ses attributs physiques, pour canaliser le défenseur va pas pouvoir du coup jouer sur sa vitesse, parce qu'il va jouer de son corps, etc. Et donc créer des décalages derrière. Mais avec Gouiri, tu as encore une fois, une autre possibilité. Tu as une autre possibilité avec Gouiri, c'est-à-dire tu vas dézoner. On n'est pas obligé de jouer avec un 9. Regardez. Paris ne joue pas avec un 9. On n'est pas obligé de jouer avec un 9. En 2025, le football n'est plus omniprésent. C'est plus obligatoire d'avoir un élément qui joue numéro 9. Tu joues sur des décalages. La preuve, en deuxième période, quand tu veux rentrer ce bon vieux Gouiri, t'as plus de 9. Hein. Et c'est là où on est le plus dangereux. Gouiri, il joue un petit peu à gauche, un petit peu en avant-centre, un petit peu il redescend. Mais sur les côtés, t'as toujours Greenwood, justement, qui vient là jouer à son rôle vraiment prépondérant, où il se fait effacer. J'avais une petite remarque à un moment donné pendant le match où je me disais Greenwood en 10 serait incroyable. Il a tous les attributs pour jouer 10. On a tendance des fois à oublier que le football, c'est aussi un art qui se joue et qui se regarde. Mais c'est un art qui se sent principalement. Sentir le jeu, c'est aussi se dire que tu as des joueurs qui vont être mobiles sur le terrain,
qui ne vont pas rester figés dans un axe du terrain, dans un bloc, etc. Qui vont pouvoir être mobiles et lancer un petit peu des courses à gauche, à droite. Jouer de leur corps, jouer de leur sens, jouer de toutes ces choses-là pour pouvoir déstabiliser l'adversaire. J'aimerais aussi maintenant parler de tout ce qui tourne autour de Marseille actuellement. J'ai vraiment l'impression que on a une vision pessimiste actuellement de Marseille. Peut-être que je me fais trop par rapport au négatif, mais je reviendrai sur le positif évidemment plus tard. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a une vision trop pessimiste de l'Olympique de Marseille actuellement par rapport au fait, et strictement dû au fait qu'on est une équipe qui déchaîne les passions. J'ai vraiment l'impression que même sur les réseaux, là on a battu Lyon, tout le monde, ou du moins pas mal de Lyonnais, étaient en mode, dans tous les cas c'est normal, notre équipe pue la merde, dans tous les cas c'est normal, notre équipe pue la merde, etc. etc. En mode, ils voulaient pas qu'on les vanne parce que on était trop fort, etc. Moi je comprends pas cette posture-là de se dire, t'as perdu, mais tu vas être en mode, ouais ça me touche pas. Frérot, quand on perd, on assume. On se tait, voilà, on assume. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à un moment donné, là, Marseille est supérieur à Lyon depuis quelques années maintenant. Vous allez me dire, oui, mais l'année dernière, ils sont terminés devant nous. Oui, c'est un fait. Mais prendre une saison comme relatif à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est contre-productif, en fait. Sans parler des participations à la LDC, sans parler des participations en Coupe d'Europe, sans parler de toutes ces choses-là. Ce serait trop facile de partir du principe que, oui, mais Lyon, il faut comprendre, il y a ci, il y a ça. Et nous, l'année dernière, on a traversé aussi des choses délicates. On a eu 3-4 coachs, on s'en est sorti, on a fermé nos gueules, on a fait des vidéos, on a expliqué, on a canalisé, et on a créé aussi petit à petit ce qui se passe actuellement. Personnellement, je serai éternellement reconnaissant à Longoria par rapport à ce qu'il a fait à notre club. Je serai éternellement reconnaissant par rapport à Longoria pour tout ce qu'il a apporté à notre club. Mais, je garde aussi en tête que ce qui compte, c'est le terrain. Et si un joueur ne veut pas jouer, comme Wai, ou comme Rassier, ou comme d'autres, et je dis pas qu'ils veulent pas jouer parce qu'ils n'ont pas envie de jouer à Marseille, mais que leur corps ne les laisse pas jouer comme ils voudraient jouer. Et bah là, tu peux t'en prendre à personne d'autre qu'au terrain. Malheureusement, le terrain, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit t'es bon et tu fonctionnes à Marseille et tu avances, et toute la pression marseillaise, tu l'utilises comme boost, soit t'es pas bon, et là... Maintenant, c'est le garage. Malheureusement, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux et il faut faire avec. Marseille, c'est comme ça. Mais toutes les critiques que j'entends par rapport à Marseille, par rapport au fait que Gouiri, c'est pas assez bien, oui, Lucien Lépée, on l'a jamais vu, c'est nul, etc. Ou, oui, là, tu vas prendre Benasser, mais physiquement, on sait jamais. Les gars, on joue pas de Coupe d'Europe. On est une équipe en reconstruction. Le coach, il a même pas un an. On a perdu contre des clubs à un moment donné, bref, voilà. Non pas que j'ai des nigres, mais bon, la contre-performance contre Auxerre, contre Angers, contre d'autres que j'ai pas en tête, c'est pas ouf. Néanmoins, on reste deuxième de Ligue 1. On reste une des meilleures équipes à l'extérieur. Si c'était la meilleure équipe, quoi que je sais pas, parce que là, du coup, on a perdu 2 matchs. Enfin, 2 matchs, pardon. On reste une des équipes les plus dominantes offensivement. Oh, les gars, s'il vous plaît, en fait. On a 10 points d'avance sur Lyon. 10 points d'avance sur Lyon, 3 points d'avance sur Monaco. Alors certes, on a autant de points d'avance sur Lyon que de points de retard sur Paris. Mais même dans une saison comme ça, on arrive à être deuxième. J'ai pas envie de dire sans forcer, parce que voilà. Mais deuxième, alors que les critiques pleuvent sur Marseille. Relativisons un petit peu. Et s'il vous plaît, gardez en tête que l'année prochaine, c'est là où on pourra vraiment juger si oui ou non ça vaut le coup d'avoir fait tout ce qu'on a fait. Mais là, cette année, c'est reconstruction. Si on finit deuxième, ce sera largement bien. Largement bien. Ce sera normal, certains diront, mais moi, je dirais que c'est largement bien. Troisième et dernier point, le positif que nous apporte chaque jour le Vélodrome. Je voulais en parler parce que ça me semble intéressant. Je ne comprends pas comment le Vélodrome peut avoir cette aura-là, alors que, et c'est pas du tout pour le dénigrer, hein, évidemment, je suis un enfant du club, vous le savez, mais alors que le Vélodrome de base, il n'a pas, comment dire ça, il n'a pas d'architecture, de ci ou de ça qui fait qu'il devrait être incroyable. Moi, je trouve incroyable le Vélodrome, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un stade de base mythique, on va dire ça, comme un Camp Nou, comme des stades anglais, des Stamford Bridge, il n'y a pas l'aura, on va dire, d'un You Never Walk Alone à Liverpool. Mais le Vélodrome, pour moi, est un stade mythique de Ligue 1, parce que c'est un des seuls stades en Ligue 1, un des seuls, j'ai bien dit, calmez-vous, un des seuls stades en Ligue 1 où n'importe quelle équipe
ce sera confirmé par un joueur que j'aime aussi, évidemment. N'importe quelle équipe qui vient jouer au Vélodrome va vouloir jouer sa vie. Surtout en Ligue 1, évidemment. Va vouloir jouer sa vie. Parce que tu sais très bien que tu vas être en prime time, que toute ta famille va te regarder, va être soit au stade, soit devant la télé, et que s'il y a bien un moment dans l'année, parce que c'est une seule fois dans l'année pour les équipes adverses, mais s'il y a bien un moment dans l'année où tu vas devoir faire le plus beau match de ta vie, c'est au Vélodrome. Mais certains clubs nous disent « Non mais c'est faux, au Vélodrome c'est pareil, il y a la même ambiance à Lens, à Saint-Etienne, à Montpellier... » Pardon, Montpellier, non. C'est faux. C'est faux. 70% des personnes en réanimation sont non vaccinées. Actuellement... Pas vrai, mensonge, mensonge, Faux d'état, mensonge, perroquet. Vous êtes qu'un perroquet, monsieur. C'est faux en fait. Tu ne peux pas me dire naturellement qu'il y a une aussi belle ambiance dans les autres stades, même si c'est évidemment la vérité, il y a une belle ambiance aussi dans les autres stades. Mais tu ne peux pas me dire décemment que les joueurs ressentent la même chose en allant jouer, je sais pas moi, à Lille, en allant jouer à Strasbourg, en allant jouer, je sais pas moi, à Grenoble ou à Lyon, qu'en venant au Vélodrome. Peut-être que je suis trop amoureux de Marseille, hein, mais ce stade est trop mythique en fait pour que ce soit le cas. Dans tous les cas, c'est simple. Là, ce week-end, je vais aller à Angers. Je vais aller voir Angers-Marseille. Donc, je vais comparer. Je vais comparer, vu qu'on me dit que dans n'importe quel autre stade, c'est mieux que Marseille. Donc, je vais comparer. Je vais aller à Angers. Et on va voir comment ça se passe. Bref, petite vidéo de retour. J'ai envie de parler de plein de choses. Voilà, Voilà, ça fait du bien. J'aime bien. C'est 100K. Ciao.